Minocratie et bordélisation. Ceci est un 6e épisode de réponse aux questions que l'on me pose lorsque je présente l'idée de la minocratie autour de moi. Pour en comprendre les tenants et les aboutissants, je vous invite à aller écouter la lecture complète du texte initial et celle du chapitre 11 ajouté a posteriori, qui présente le concept de minocratie en tant que tel. Vous les trouverez sur Instagram, sur YouTube ou sur Deezer. Mais pour en faire un rappel rapide et contextualiser ce que je vais dire, il s'agit d'un système de prise de décision politique dans lequel on refuse de faire confiance à une élite dirigeante ou à la délibération, et où on applique toujours aveuglément les exigences des personnes qui subissent des inégalités avérées. Du coup, dans cette configuration, tant qu'il subsiste des inégalités, les gens qui les subissent ont individuellement le pouvoir d'imposer de nouvelles lois à l'ensemble de la société. Le seul moyen pour que ça s'arrête est de proposer des lois qui créent une égalité réelle, et c'est justement l'objectif recherché. Cependant, pour que ce système fonctionne et éviter les abus, il faut que les réformes demandées respectent impérativement 3 conditions. 1. Ne retirer à personne, de quelque manière que ce soit, même temporairement, son droit ou sa capacité à exiger des réformes à l'avenir selon ces mêmes règles. 2. Ne pas imposer ou risquer d'imposer à qui que ce soit des conséquences non immédiatement réversibles par d'autres réformes. Et 3. Ne pas interdire une pratique tant que celle-ci ne provoque pas d'autres inégalités que l'inégalité d'accès à cette pratique en tant que telle. Les réformes qui ne répondent pas à ces critères sont rejetées en bloc et ne sont tout simplement pas appliquées. Et la première remarque que l'on me fait presque systématiquement quand j'aborde ce système, c'est que si n'importe qui subit une inégalité peut exiger l'application d'une réforme, ça sera vite un bordel absolu, avec des milliers de lois validées tous les jours, se contredisant probablement entre elles, se répétant, étant impossible à appliquer de ce fait, ce qui risque d'amener à un blocage de la société plus qu'à une réduction des inégalités, voire que certaines personnes effacent du jour au lendemain tout le travail de réduction des inégalités précédemment fait et qu'il faille tout recommencer. Évidemment, cette conclusion alarmiste me semble être peu pertinente et faire fi de plusieurs réalités. Et dans cet épisode, je vais expliquer pourquoi. En premier lieu, il peut exister des réponses institutionnelles simples pour se protéger contre une telle bordélisation légale. Par exemple, on peut décider que les demandes de réforme doivent toutes être déposées auprès d'une instance qui comporte en son sein des représentants ou représentantes d'associations de défense des droits des personnes. Ainsi, chaque fois qu'une proposition de loi est déposée, avant même d'être examinée par les personnes qui décideront de la valider ou non, elle arrivera sur le bureau des associations qui défendent les personnes concernées par l'inégalité revendiquée comme justification de la proposition de loi. Cela leur donnera l'opportunité d'aller voir la personne et de lui expliquer que d'autres lois similaires sont déjà en cours d'application ou en attente de validation. Lui expliquer la stratégie en cours à ce sujet, voire lui donner des conseils et des ressources pour rédiger une meilleure loi. Les associations en question représentant des personnes qui subissent elles-mêmes l'inégalité invoquée, un tel dispositif ne contreviendrait pas au premier principe de la minocratie qui veut que seules ces personnes puissent revendiquer et faire les lois. En fait, cela ne retirerait même pas la capacité individuelle d'exiger des lois, essentielles en minocratie, puisque les personnes pourraient tout à fait choisir d'ignorer ces interventions. Mais il me semble que la plupart des individus déposant des lois reconnaîtraient sans doute que, dans l'immense majorité des cas, leur intérêt est de suivre les conseils des associations, et cela limiterait grandement le nombre de doublons, de demandes contradictoires, de lois trop peu efficaces, ou de lois qui détricoteraient tout le travail déjà effectué. Plus encore, toutes ces associations étant regroupées dans une seule et même institution, cela leur permettrait aussi de dialoguer plus simplement en cas de concurrence entre des lois cherchant à réduire des inégalités différentes, ce qui permettrait de trouver des solutions à ces problèmes plus rapidement. On peut aussi mettre en place, une fois qu'une loi est validée,
un délai de quelques mois avant son application effective. Ainsi, cela laisserait le temps de déposer des lois d'abrogation des réformes les plus néfastes avant même que celles-ci ne puissent être appliquées et causer inutilement des dégâts, ou de demander des correctifs au besoin. Une autre solution est que le dépôt des demandes de loi ne puisse se faire qu'à une échelle locale, par exemple une municipalité. En effet, plus l'échelle est petite, moins il y aura de propositions à traiter à la fois, ce qui limite le risque de bordélisation légale de fait. Mais plus encore, il est aussi plus facile pour les personnes de s'informer sur ce qu'il se passe dans leur communauté proche, et donc d'être au courant des lois déjà validées ou rejetées par l'instance, des stratégies en cours pour réduire les inégalités. Ce qui devrait, là encore, permettre d'empêcher beaucoup de lois doublons ou autres. Enfin, l'application des lois à un niveau local permet d'avoir des lois contradictoires dans différentes localités, adaptées aux spécificités de chaque endroit, sans que cela ne pose problème. Dans cette configuration, si la loi demandée est valide mais impossible à appliquer à une échelle locale, elle serait alors simplement transmise à l'échelon supérieur. Mais le filtre permettrait que seul un nombre réduit de demandes atteindrait les échelons d'application les plus hauts et donc les plus susceptibles d'impacter réellement la société tout entière, de la bloquer ou d'en détricoter tout ce qui a été produit auparavant. Toutes ces solutions que je viens de présenter ne sont que celles auxquelles j'ai pensé, mais je n'ai aucun doute que d'autres verront le jour avec la pratique. Plus encore, elles sont aussi parfaitement cumulables entre elles, et ne changeant rien les règles fondamentales de la minocratie, ne retirant aucunement le droit inaliénable de chaque individu à pouvoir déposer des lois, à en être maître du contenu, et à ce que celles-ci soient validées et appliquées si l'on subit une inégalité et que leur contenu respecte les conditions que j'ai citées en introduction. Mais en réalité, quand bien même il n'existerait pas de tels artifices institutionnels pour éviter cette bordélisation légale, est-ce que celle-ci aurait effectivement lieu ? Personnellement, je ne crois pas. De fait, l'idée de la minocratie repose sur un pari, celui que les gens ont réellement intérêt à ce que la société fonctionne et que les inégalités qu'ils et elles subissent soient réduites. Et c'est la raison pour laquelle, selon moi, il est pertinent de confier aux personnes qui subissent une inégalité le pouvoir de prendre des décisions visant à la réduire. Mais cela veut aussi dire que ces personnes ont intérêt à ce que cette société minocratique soit fonctionnelle, puisse appliquer les réformes dont elles ont besoin et que cette application ait des effets concrets sur leur vie. Et si j'ai raison à ce sujet, cela veut dire que ces personnes qui proposeront des lois feront d'elles-mêmes, en grande majorité, attention à ne pas proposer des choses trop absurdes, à ne pas chercher à faire perdre du temps aux institutions avec des doublons, attendront d'elles-mêmes de voir si une politique améliore vraiment les choses avant de proposer une autre voie. Plus encore, elles seront souvent très conscientes de leurs limites personnelles et préféreront passer par des associations pour défendre leurs droits collectivement et disposer de meilleures ressources pour faire passer des lois plus pertinentes. Enfin, en cas de concurrence entre plusieurs lois, ce même intérêt devrait les pousser à trouver en premier lieu des terrains d'entente ou des solutions qui satisfassent tout le monde, plutôt que de persévérer dans un blocage. Toutes ces initiatives ne sont en rien interdites par les règles de la minocratie, au contraire. Et il me semble que si l'on considère que les individus qui subissent des inégalités ont effectivement intérêt à réduire celles-ci et pas à faire n'importe quoi quitte à bloquer la société, alors c'est ainsi qu'ils agiront et aucune bordélisation légale ne devrait voir le jour. Et si j'ai tort et que les gens n'ont en réalité aucune propension à vouloir que les choses changent pour le mieux en réduisant effectivement les inégalités qu'ils et elles subissent, alors il n'y a pas à craindre quoi que ce soit de la bordélisation légale. C'est la minocratie tout entière qui n'aura aucun intérêt pour personne et elle ne sera tout simplement jamais appliquée. En fait, la seule source potentielle de bordel que je vois, c'est justement celle que risquent de produire les forces opposées à l'égalité et à la minocratie, qui n'hésiteront pas à essayer d'en saboter le fonctionnement. Et ça, j'ai déjà expliqué comment y faire face dans mon précédent épisode.